Bonjour à toutes et à tous, nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir Madame Benzoni qui est venue passer une journée au collège. Bonjour. Bonjour Soléane. Avant d'évoquer votre parcours avec les mathématiques, pouvez-vous vous présenter? Alors je me présente par mon nom de mathématicienne qui est Sylvie Benzoni-Gavage. Donc je suis professeure RES à l'université Lyon 1 et je travaille à Paris en étant directrice de l'Institut Henri Poincaré. Avez-vous toujours aimé les mathématiques? Alors je crois que j'ai commencé vraiment à les aimer, on va dire en classe de 5e. Donc c'est un souvenir assez ancien, pas loin de 40 ans je crois. Et on a commencé à cette époque à faire de l'algèbre, ce que tu appelles peut-être du calcul littéral, et à parler de certains objets abstraits comme les bijections. C'était à l'époque. Et en fait, ce qui m'a marqué ensuite, c'est, je pense qu'en 4e, j'ai eu une prof de maths qui m'a beaucoup encouragée, qui trouvait que j'avais des facilités en maths. Et j'en ai une autre prof de maths qui m'a marqué d'une façon un peu étrange en seconde. Dans ma première note, c'était une mauvaise note. J'avais rien compris au sujet en fait. Et ça m'a donné une sorte de coup de fouet et ça m'a incité à dépasser ce cap. Pouvez-vous nous évoquer votre parcours? Alors j'ai un parcours assez classique sur la formation des mathématiciens et mathématiciennes en France. J'ai fait des classes préparatoires qu'on appelait à l'époque Maths Sup et Maths Spé. Je suis rentrée à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Et ensuite, je suis venue à Lyon, qui est ma ville natale, pour d'une part préparer l'agrégation et préparer ensuite une thèse que j'ai soutenue assez jeune, peut-être trop, quand j'avais 24 ans et demi. Ah, donc vous avez commencé les mathématiques assez jeune. Tout à fait, et surtout à l'époque, j'ai pu être recrutée dans la foulée, donc à 25 ans en fait, au CNRS, comme chercheuse au CNRS. Donc je me suis retrouvée à 25 ans, chercheuse à temps plein au CNRS. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le CNRS? Alors déjà, c'est un acronyme, ça veut dire Centre National de la Recherche Scientifique. Et c'est un organisme assez spécifique à la France qui embauche des chercheurs et des chercheuses à temps plein. Pas énormément chaque année, mais quand même un certain nombre. Et qui finance aussi les laboratoires de recherche dans toutes les disciplines, y compris les mathématiques. Où travaillez-vous actuellement? Alors je travaille principalement à Paris, parce que je suis directrice d'un institut qui est situé à Paris. Mais j'essaye de réserver une journée par semaine à mes activités mathématiques, et ça je le fais à Lyon. Alors idéalement je le fais dans mon laboratoire de recherche qui s'appelle l'Institut Camille Jordan. Mais en fait avec le Covid j'ai un peu pris l'habitude de travailler chez moi. Et j'avoue que je vais pas assez à l'Institut Camille Jordan, et il faudrait que j'y aille plus, mais comme j'y vais pas assez, quand j'y vais, je passe beaucoup trop de temps à discuter avec les collègues plutôt qu'à avancer mes travaux. Vous qui êtes une femme mathématicienne, est-ce que vous nous confirmez qu'il n'y a pas assez de filles qui font des mathématiques en France? Alors oui, je le confirme, des filles et puis ensuite des femmes qui s'engagent dans les carrières mathématiques et en particulier dans les carrières que je connais, c'est-à-dire la recherche universitaire. On est à peu près, d'après les chiffres officiels, 20% de femmes parmi les universitaires en maths, universitaires et chercheuses dans les organismes comme le CNRS. Et ça stagne depuis au moins 30 ans, c'est-à-dire depuis le temps que je suis dans le métier. Et mon expérience, c'est que ça m'arrive souvent de me retrouver dans un groupe où il y a bien moins que 20%, c'est-à-dire d'être la seule femme dans un groupe de 10, par exemple. Donc c'est vrai, on n'est pas assez nombreuses. Que faudrait-il, à votre avis, pour amener plus de filles et de femmes vers les mathématiques? Par exemple, faire ce que tu es en train de faire, plus, convaincre plus de filles de participer aussi à ce genre d'initiative. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions qui sont quand même menées depuis pas mal d'années, et on constate qu'elles ont une portée limitée. Moi, j'ai pas de recette miracle. Ce que je trouve intéressant, qui est porté en ce moment, notamment avec certains travaux d'une sociologue qui s'appelle Clémence Perronnet, c'est que il faut peut-être arrêter de faire porter la responsabilité sur les filles et les femmes. Et à chaque fois s'adresser à elles pour leur donner plus de confiance, plus d'ambition et tout ça. Je pense qu'il y a des changements plus profonds à faire dans la société. Et en particulier dans la communauté mathématique, qui, de fait, d'après la façon dont on est formé, et comme j'ai décrit tout à l'heure, avec des concours élitistes, c'est un domaine qui valorise beaucoup la compétition au détriment de la coopération. Donc moi j'essaye de prôner plus de coopération et moins de compétition. Et je pense que ça peut inciter plus de filles, de femmes, mais aussi d'autres catégories de personnes qui sont
très peu présentes. Donc les personnes des classes populaires et les personnes de zones difficiles, on les voit pas arriver jusque dans les métiers mathématiques. Y a-t-il une mathématicienne en particulier qui vous a marqué par rapport à ses travaux ou à sa personnalité? Alors je dirais une mathématicienne qui s'appelait, parce que malheureusement elle est décédée, Michel Schatzmann. C'est une personne qui était dans mon jury de thèse, et donc je la connaissais depuis que j'ai commencé les maths en fait. Et elle était à la fois impressionnante par ses travaux, assez originaux et moi que je trouvais très intéressant, sa façon de faire des maths, et sa personnalité qui était, bon, il faut bien le dire, un petit peu rugueuse. Je crois qu'elle m'aimait bien, qu'elle m'a toujours soutenue. Ça n'a pas été le cas avec tout le monde, mais en tout cas, elle était vraiment marquante. On avait organisé pour ses 60 ans une conférence avec ses anciens élèves et ses anciennes élèves, et malheureusement, elle est décédée un peu prématurément d'un cancer quelques mois plus tard. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué et qui a eu, je pense, une influence notable sur mon parcours professionnel. D'accord. À l'occasion de la venue de Mercedes Hayesh, nous avons remarqué que la plupart des élèves ne savaient pas en quoi consistait le métier de mathématicienne. Pouvez-vous nous éclairer, s'il vous plaît? Déjà, ça m'étonne pas, parce que moi, à votre âge, je savais pas non plus. Je l'ai découvert beaucoup plus tard. Et alors après, ça peut recouvrir des types d'activités assez différents. J'ai l'impression que les élèves croient souvent qu'il s'agit de faire des calculs. Alors ça dépend des domaines des mathématiques. En ce qui me concerne, oui, je peux dire qu'il y a des calculs dans ce que je fais, mais c'est pas les calculs pour les calculs. C'est pas trop des calculs avec des nombres, à part des nombres idiots comme 0, 1, 2, des fois moins 1 quand même. Mais c'est des calculs avec des lettres. Et plein de lettres. Il me faut des fois tellement de lettres que j'ai besoin d'aller chercher d'autres alphabets. Mais une fois que j'ai fait ces calculs, surtout, l'idée c'est d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire, d'en tirer des conclusions en faisant des démonstrations. Tirer des conclusions par un processus logique, une démonstration à partir de résultats de calcul. Ça résume un petit peu ma façon de faire des maths. Mais c'est pas la façon de tout le monde. Il y en a qui font jamais de calcul, qui font plus des choses, des manipulations d'objets abstraits, et des déductions logiques aussi. À un moment, il y a toujours des démonstrations. Après, il y a d'autres domaines des maths où il n'y a pas forcément des démonstrations, il y a des mises en œuvre numériques. Voilà, il y a plein de façons de faire des maths. J'ai cru comprendre que votre spécialité était les équations aux dérivées partielles. Pouvez-vous m'expliquer en quoi cela consiste? Alors déjà, tu as bien compris, c'est bien ça. Et ce sont avant tout des équations. Peut-être que tu as déjà vu oui. Des équations comme, je sais pas, 2x plus 1 égale 3. Dans ce cas-là, l'inconnu, c'est x. Et puis tu as une seule solution qui est x égale 1, si je ne me trompe pas. Même si je fais pas beaucoup de calculs. Et la différence, c'est que les équations que je regarde, les inconnus, c'est plus compliqué. C'est pas juste un x qui est un nombre à chercher. C'est la plupart du temps ce qu'on appelle une fonction. Donc si je peux te donner un exemple, si je pense à des équations pour les vagues, tu vois, les vagues sur la mer ou sur un lac, eh bien l'inconnu, en fait, ce serait la hauteur d'eau en chaque point du fond de la mer ou du lac à chaque instant. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué puisque c'est en chaque point et à chaque instant. C'est une fonction. Et en plus, la plupart de ces équations, on sait pas les résoudre. On sait même pas souvent dire s'il y a une solution, une seule, et comment elle est faite. Donc tout le travail dans ce domaine-là, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment sont faites les solutions, démontrer qu'il en existe, démontrer qu'elles persistent suffisamment longtemps pour qu'on puisse les observer. Voilà, c'est ce genre de choses. Vous effectuez donc des recherches en mathématiques appliquées? On peut dire ça, c'est des mathématiques appliquées. Moi, en ce qui me concerne, j'essaye de comprendre en les modélisant des phénomènes, enfin, pas forcément moi, parce qu'il y a des équations qui ont été élaborées il y a longtemps, mais de modéliser des phénomènes physiques, principalement en ce qui me concerne des écoulements de fluides ou des propagations d'ondes. Donc c'est appliqué dans le sens où c'est motivé par des phénomènes naturels, on va dire. Après, je prétends pas que ça a des applications immédiates. Pouvez-vous nous donner des exemples d'applications? Alors, pas forcément mes travaux, mais disons ce type d'équation que j'étudie peut avoir des applications. Bon, si on pense aux équations des vagues, à la protection du littoral, des bateaux,
Mais je me suis aussi, et je m'intéresse toujours à d'autres phénomènes comme les ondes de choc qu'on peut entendre lorsqu'il y a une explosion. Donc savoir comment ça se propage, comment c'est réfléchi, comment l'air s'écoule aussi autour des ailes d'avion, dans les instruments de musique. Il y a plein de problèmes assez intéressants dans le domaine. Des écoulements un peu compliqués où il y a des mélanges de liquides et de vapeur. Dans ce que je fais aussi, il y a des équations qui concernent les fibres optiques. Voilà, donc il y a des domaines, des applications à la compréhension de phénomènes naturels d'une part, et puis des applications dans des objets technologiques. Cette partie des mathématiques existe-t-elle depuis longtemps? Je suis pas historienne des sciences, ni des maths, mais je pense que les équations que je regarde, elles remontent, on va dire, au XVIIIe siècle, avec des savants comme d'Alembert, Euler, Lagrange. Et puis après, au XIXe siècle, il y a eu des savants qui s'appelaient Korteweg, Boussinesq, donc avec des nationalités assez variées dans ce que je viens de te citer, italienne, suisse, néerlandaise, française. Et puis au XXe siècle, j'ai aussi d'autres mathématiciens qui ont élaboré, des mathématiciens ou physiciens théoriciens qui ont élaboré les équations que je regarde et inventé un peu des méthodes pour les étudier. J'imagine qu'elle est connectée avec d'autres domaines des mathématiques. Oui, certainement. Je sais pas quel domaine tu connais. Les probabilités, les statistiques et la géométrie. Alors la géométrie, c'est sûr, probabilité statistique moins dans ce que je fais, mais il y a des liens parce qu'effectivement certaines équations que je regarde viennent de phénomènes qui sont modélisés en physique statistique, donc ça a des liens. Ça a des liens aussi avec ce qui s'appelle le calcul des variations. Un ancien domaine, mais qui est pas connu parce qu'on l'apprend plus tard quand on a fait suffisamment de mathématiques avant. Il y a l'analyse complexe aussi, les nombres complexes, on apprend ça plus tard, peut-être même après le bac maintenant, quelque chose comme ça. Et puis un domaine qui est pas connu des élèves, qui s'appelle l'analyse numérique, qui consiste à, puisqu'on sait pas résoudre ces équations, à les approcher par des méthodes qu'on peut ensuite programmer dans un ordinateur. Et il y a tout un domaine qui consiste à étudier la façon dont on les approche, pour savoir si l'ordinateur calcule quelque chose qui ressemble vraiment au phénomène qu'on cherche à comprendre. Beaucoup d'élèves et d'adultes pensent que les mathématiques ne servent à rien. Pouvez-vous nous donner des exemples qui prouvent le contraire? Alors c'est drôle parce que les mathématiciens, mathématiciennes voient des maths partout, j'en fais partie. Déjà pour essayer de comprendre le monde, c'est une façon de comprendre le monde, les maths, donc les phénomènes naturels. Et puis les objets technologiques, on a évoqué un ou deux tout à l'heure, mais les smartphones, c'est plein de maths. À la fois pour, c'est des choses qu'on sort classiquement, mais à la fois pour le GPS qu'il y a dedans, pour le traitement des images numériques, de la musique numérique, pour les transactions sécurisées avec la banque et tout ça. Mais il y a aussi des mathématiques cachées dans tous les véhicules, les voitures, les avions, les fusées, dans les fibres optiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Il y en a dans les élections, dans les sondages, bref, il y en a de partout des maths. Est-ce que l'utilité de vos découvertes en mathématiques vous préoccupe? C'est quelque chose qui était important pour moi quand j'étais jeune. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai choisi mon sujet de thèse, j'ai vraiment voulu que ça soit un sujet industriel. Bon, à l'époque, c'était appliqué à l'industrie pétrolière. Donc, est-ce que ça a été utile en bien ou en mal? Je sais pas, mais je sais qu'il y a des compagnies pétrolières qui me demandent toujours ma thèse aujourd'hui, longtemps après. Mais maintenant, non. En fait, j'ai dépassé ça. J'ai une sorte de philosophie de vie qui fait que mon but c'est surtout d'apporter mes petites pierres aux connaissances de l'humanité, si possible sans trop abîmer la planète, et les transmettre. Ça, c'est très important. Est-ce que c'est vrai qu'en mathématiques, il faut être curieux et ne pas avoir peur de se tromper? C'est tout à fait vrai. Et c'est même très important quand on fait de la recherche, de poser des questions aux autres et d'essayer de comprendre ce qu'ils nous expliquent, sans avoir peur d'avoir l'air idiot ou idiote. Donc oui, c'est très important quand on est élève, mais aussi quand on fait de la recherche.
Vous êtes également directrice de l'Institut Henri Poincaré. En quoi consiste cet institut? C'est un institut de recherche en mathématiques et physique théorique à la base, donc qui accueille des chercheurs et des chercheuses du monde entier sur des programmes qui sont évalués par un comité scientifique. Il y a aussi une magnifique bibliothèque avec des collections à la fois de livres, de revues scientifiques, d'ouvrages anciens et d'objets mathématiques. Et puis ces dernières années, l'Institut a aussi développé des activités de diffusion des mathématiques au plus grand nombre et ouvrira d'ici 2023 en particulier un musée qui s'appelle Maison Poincaré. J'ai entendu dire que vous aimiez l'origami. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette pratique? Ça fait pas très longtemps et je crois qu'en fait tu dois t'y connaître plus que moi en origami. Mais je m'y suis intéressée parce que je trouve ça fascinant de partir juste de papier. Il n'y a même pas besoin de règles, de compas, de scotch, de ciseaux. Et on construit des formes fabuleuses avec. Et vraiment, je trouve ça fascinant et une activité très reposante. Oui. Que diriez-vous aux collégiens et aux lycéens pour les inciter à continuer dans les mathématiques? Je dirais que les mathématiques sont une manière passionnante de voir le monde. Et aussi parfois même de s'en échapper. Il y a des univers fabuleux dans la tête des mathématiciens, mathématiciennes, en dimension 3 comme notre environnement, mais 4, 5, 8, 24, 2 milliards, même l'infini. Et c'est vraiment passionnant. Je pense que passer à côté des mathématiques, on perd quelque chose. C'est comme si on passait à côté de la musique. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui écoutent de la musique, qui sont beaucoup plus réfractaires aux mathématiques. C'est comme aussi passer à côté de la littérature, et voilà. Donc ça, c'est une motivation sur le fond. Pourquoi s'y intéresser? Et puis, c'est aussi un domaine qui est très porteur, c'est-à-dire poursuivre le plus longtemps possible les mathématiques. Ça permet de s'ouvrir des portes pour sa vie future, sa vie professionnelle. Les métiers des mathématiques sont très variés et ils embauchent. Quand on a fait des études de mathématiques, en général, c'est très facile de trouver un boulot. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, Soléane. Merci à Monsieur Goriot et à ton collège de m'avoir accueilli aujourd'hui. De rien. Au revoir.